Une première en France des sextuplés, mais cette réussite médicale pose un problème d'éthique à propos des traitements contre la stérilité qui donnent souvent lieu à des naissances multiples. Verdict attendu pour un meurtre prémédité. Les 4 dirigeants d'Action Directe condamnés à perpétuité pour l'assassinat de Georges Besse, le PDG de la régie Renault. Le deuil à Vaujany, cette petite station des Alpes dont une cabine du téléphérique ultramoderne s'est décrochée hier soir, faisant 8 morts. L'installation devait être inaugurée la semaine prochaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Verdict attendu pour un meurtre prémédité, c'est le premier titre de l'actualité de ce samedi soir. Les 4 accusés de l'assassinat du PDG de la régie Renault, Georges Besse, qui sont également les 4 dirigeants principaux du groupe terroriste Action Directe, ont été condamnés cet après-midi à la prison à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 18 ans, c'est-à-dire qu'ils ne pourront bénéficier d'aucune grâce éventuelle avant d'avoir purgé cette première partie de leur peine. Sur place, au palais de justice, Dominique Verdeillan, Padiriane. 1h15 de délibération pour un verdict sans surprise. On ne saura jamais exactement quelles ont été les réactions des 4 accusés à la lecture d'une sentence d'un procès qu'ils ont depuis 4 jours boudé. Dans les rendus publics, quelques visages, ceux des parents d'une des accusées, se sont tendus lorsque le président Versini a déclaré « À toutes les questions, la Cour a répondu oui, rejetant ainsi toute circonstance atténuante ». Un verdict que Madame Besse attendait depuis plus de 2 ans. Il y a quand même pour nous une grande différence entre attendre un jugement de notre institution judiciaire et puis qu'il soit fait et que nous puissions redémarrer après. Un verdict sans surprise également du côté des avocats de la défense. La défense ne plaidera pas. Vos victimes sont trop belles, elles sont déjà condamnées, avait clamé ce matin Maître Coutempère. Cet après-midi, Maître Ripert, en abordant pour la première fois les faits eux-mêmes, a tenté de démonter un dossier qui, pour lui, a été construit plus qu'instruit. Depuis le début de cette affaire, nous exposons que cette relation est manifestement d'ordre politique, même s'il ne veut pas dire son nom. Les exemples que j'ai pris avaient pour objectif de le démontrer. Je crois que la démonstration est réussie, que la condamnation, élimination de nos clients n'a rien de juridique, qu'elle est politique, elle était attendue, elle a été accueillie sans surprise. Maître Ripert en a profité pour critiquer les mesures d'isolement carcéral dont sont victimes ses clients. Un isolement qui devrait se poursuivre puisque les 4 condamnés sont actuellement poursuivis pour d'autres crimes. 3 dossiers sont actuellement à l'instruction. Dans la petite station de Vaujany, près de l'Alpe d'Huez, dans les Alpes, c'est la consternation après la mort de 8 techniciens qui étaient également des habitants du village. 8 personnes, 8 hommes décédés dans la chute d'une cabine d'un téléphérique qui devait être inauguré la semaine prochaine et qui pouvait transporter jusqu'à 160 skieurs par voyage. Ce soir, 24 heures après l'accident, la commission d'enquête continue de rassembler tous les indices qui permettront d'établir exactement les causes de ce drame. Reportage de nos envoyés spéciaux Claude Régent, Georges Badia. Les enquêteurs et les experts travaillent sur les restes de la cabine numéro 2, tombée d'une hauteur de 200 mètres. La remontée de l'autre benne permettra l'examen du chariot resté accroché au câble tracteur pour trouver le point précis de la rupture de la suspente. Il n'y a eu ni problème de freinage ni déraillage. On évoque prudemment une question de boulonnage défectueux, un problème mécanique au niveau de l'axe de suspension d'une potence prévue pour soutenir une cabine et 160 passagers. Le responsable de la société Pomagalski, qui a conçu le téléphérique, ne voulait pas se prononcer. Les experts rendront leurs conclusions dans plusieurs jours. Vous savez, vous êtes sur place, vous êtes sur le site, vous voyez que le chariot est là-haut et que la benne est en bas. Donc une fois que l'on aura, que les techniciens et que les services auront vu ce qu'il en est, c'est à ce moment-là que la commission d'enquête nommée par le ministre des Transports pourra donner des conclusions. Ça doit être l'axe qui a dû se casser. Ce qu'on m'a dit maintenant, je ne peux pas mieux vous en dire. Moi, sur le plan technique, j'y connais absolument rien. Le matériel, c'est le matériel, mais nous avons quand même eu 8 morts. Moi, sur le plan humain, ça a été très dur pour moi. Je l'ai pris comme si c'était mes enfants. Un office religieux a été célébré cet après-midi pour les 8 jeunes de la région qui ont trouvé la mort. Dans la petite commune, tout le monde se sent concerné. Le téléphérique devait être inauguré la semaine prochaine. Des touristes avaient même prévu de l'emprunter aujourd'hui.
Notre accompagnateur de la SNCF nous avait dit, oui, vous allez être les premiers à utiliser ce téléphérique. Alors ce matin, vous avez eu une frayeur quand même rétrospective. Oui, malgré tout, oui, c'était, ça aurait pu nous arriver, quoi. Et le câble qui est là-bas, qui vous voyez là, qui pend, il allait de tous côtés et il y avait un coup, vraiment un coup. Pour les remontées mécaniques françaises, c'est le 3e grave accident en 3 ans. À Vaujany, on n'ose pas avancer de date de mise en service de ce téléphérique pourtant ultramoderne. Oui, vous venez d'entendre un touriste belge dire que le téléphérique devait être emprunté dès aujourd'hui. Eh bien, le préfet de l'Isère précise ce soir qu'aucune autorisation de mise en service n'avait encore été délivrée, donc il n'était pas question que ce téléphérique soit pré-inauguré et utilisé dès aujourd'hui. Les premiers sextuplés français sont nés aujourd'hui à la clinique de Port-Royal à Paris. 2 garçons, 4 filles. La mère avait suivi un traitement contre la stérilité et comme c'est souvent le cas lorsqu'il réussit ce traitement, eh bien, ses vœux ont été exaucés au-delà de ses espérances. Ce qui pose d'ailleurs un problème d'éthique médicale sur lequel nous allons revenir dans un instant. Mais tout d'abord, l'information, la naissance des 6 enfants. Agnès Poirier, Claude Sicard. L'émotion d'un père. Depuis 10 ans, il attendait ce moment. Cette nuit, son épouse a donné naissance à 6 bébés. Qu'est-ce qu'on éprouve? D'abord de la joie. On est bien content que les 6 soient bien là et en bonne santé. C'était le primordial. Maintenant, après, ça va nous poser beaucoup de problèmes surtout. Est-ce que ça vous fait un peu peur? Bah oui, quand même, parce que c'est encore en plus pour nous, c'est les premiers. Hein. Alors ça va être un combat au départ. Surtout une question d'organisation, quoi. Après, ça devrait s'arranger. Les médecins qui ont accouché Madame Adam l'ont assuré cet après-midi aux journalistes. Cédric, Gaël, Coralie, Mélanie, Kevin et Dorian vont bien. Ils pèsent entre 1,3 kg et 1,5 kg. Mais à la maternité de Port-Royal, on est loin de triompher. Moi, j'estime que c'est pas tellement bon de montrer qu'une grossesse sextuple peut aller très bien, parce que pour une qui ira très bien, il y en aura 9 qui iront mal. Et puis une grossesse sextuple, c'est forcément une induction de l'ovulation qu'on n'a pas contrôlée. Et ça, à la limite, c'est parce que l'induction de l'ovulation n'était pas très bien faite. Le docteur Verdonck se refuse à parler d'échec. Le traitement contre la stérilité qu'il avait prescrit à Madame Adam avait provoqué 10 fécondations d'ovules, ramenées à 6 après un avortement thérapeutique. On pourrait dire que réduire de 10 à 6 et pourquoi pas moins. Eh bien, c'est parce que c'est difficile. C'est difficile, techniquement c'est difficile, il y a des risques importants d'arrêter totalement la grossesse. Et vous imaginez ce que ça peut être pour une femme qui attend un bébé depuis 8 ou 9 ans. Coup médiatique peut-être, première médicale en tout cas. Les petits Adams sont les premiers sextuplés français. Voilà, vous l'avez compris en regardant ce reportage, cette affaire doit nous amener à réfléchir. Depuis quelques années, en effet, les traitements contre la stérilité donnent souvent lieu à des naissances multiples, ce qui conduit parfois les médecins à des interruptions sélectives de grossesse, comme il est convenu de dire, et cela dans les premiers mois, afin de limiter le nombre d'ovules fécondés. Ce qui, à terme, et dès aujourd'hui d'ailleurs, pose un problème d'éthique médicale. Peut-on, sans s'interroger, continuer ce type de pratique? Alain Labouze, Claude Sicard. Dans l'utérus de cette femme, il y a 5 embryons. 5 embryons, ici sur cette échographie, le prix parfois un peu fort à payer d'un traitement contre la stérilité. Oui, vas-y, aspire. Maintenant, à 1 mois et demi de grossesse, c'est l'heure dramatique où il faut choisir. En enlever 3 sur les 5 pour que les autres puissent mieux se développer. Vous voyez la sonde qui déforme la poche et qui l'aspire tout doucement. Voilà, doucement, l'amour. Plutôt vers le bas. Voilà, ouais. Voilà, très bien. Et vous voyez l'embryon qui disparaît de l'image parce qu'il a été aspiré par la sonde. Il ne persiste donc qu'un sac vide d'embryon. L'intervention est terminée. Et face à ce désir d'enfant, on se retrouve avec un avortement à la clé. Est-ce que c'est humainement imaginable? On ne se retrouve pas avec un avortement. On se trouve avec une situation qui, si l'on ne fait rien, aboutit à un avortement ou aboutit à une naissance très prématurée avec de lourdes séquelles pour les enfants. Nous, en tant que médecins,
qui connaissons le risque d'un accouchement prématuré. Malgré les progrès actuels de la réanimation infantile en 88, a-t-on le droit de cacher cet aspect? A-t-on le droit de dire aux parents que s'ils conservent leur grossesse multiple, ces enfants ne courent aucun risque? Dans la famille Maillard, il y avait déjà 3 enfants. Puis, pour les parents, impossible de mettre en route une nouvelle grossesse. Alors, traitement contre la stérilité, triplé, interruption sélective de grossesse, et maintenant, il ne reste plus que ces petites jumelles, Gwenaëlle et Gaëlle. Moi, je savais qu'il y avait des risques que tous arrivent, enfin, qu'il se passe un problème et de les perdre tous les 3. Et c'était surtout ça. L'angoisse de ne plus en avoir après, quoi. On n'aurait pas eu d'autres enfants avant. Bon, effectivement, à la limite, on aurait peut-être pu se poser des questions et faire évoluer la nature. Mais bon, avec 3 autres enfants, ça nous a paru totalement impossible d'accueillir donc des triplés, quoi. Au-delà du choix des parents, attention au risque de banalisation de l'interruption sélective de grossesse, car c'est peut-être la conséquence d'un dérapage médical, le traitement abusif de certaines stérilités. Le gouvernement a donné son feu vert pour la remise en route par EDF ce matin de la centrale nucléaire de Superphénix à Crest-Malville dans l'Isère, dont le fonctionnement, souvenez-vous, avait été interrompu pendant près de 2 ans à la suite de fuites. Le redémarrage de ce matin ne lève pas toutes les interrogations sur cette installation, loin de là. Est-elle sûre? Sa rentabilité est-elle certaine? Enquête de Patrick Esther. 10h40 ce matin, derrière ce sas blindé à l'abri de sa double cuve d'acier protecteur, le cœur de Superphénix a recommencé à battre lentement. Durant 5 semaines, il fonctionnera à moins de 3% de sa puissance. Jusqu'au 1er septembre, les ingénieurs finiront un programme d'essai interrompu par la découverte d'une fuite dans l'installation. Une fuite de sodium située ici, dans la cuve du système de chargement en combustible du réacteur, le barillet. Depuis plusieurs semaines, les techniciens découpent et démontent cette installation qui sera remplacée en 1991 par un nouveau système fonctionnant avec un gaz inerte. Ces tôles sont maintenant bonnes pour la ferraille. Coût des réparations, 500 millions de francs. En attendant cette date, le réacteur fonctionnera sans système de rechargement en combustible. Nous avons examiné tous les cas de fonctionnement possibles. Nous avons introduit un certain nombre de dispositifs supplémentaires permettant de parer à des accidents que nous n'avions pas considérés la première fois. Et par conséquent, nous repartons tout à fait assurés qu'il n'y a pas de problème pendant toute cette période. Mais les écologistes s'étonnent aujourd'hui du fait que les mêmes autorités de sûreté qui avaient réclamé l'arrêt de la centrale il y a 20 mois autorisent son redémarrage puisque rien ne remplace actuellement le système qui fuyait. Ce n'aurait pas été un drame de laisser fonctionner l'installation. L'incident du barillet ne créait pas de risque immédiat pour la sûreté. Par contre, de notre point de vue, il n'aurait pas été normal, compte tenu des doutes qu'engendrait cet incident, que l'on ne prenne pas le temps d'abord de réfléchir, de tirer les enseignements, de remettre la situation entièrement en ordre, et puis ensuite seulement d'envisager un redémarrage en totale connaissance de cause. Un redémarrage peut être sans danger, mais Superphénix n'est plus un véritable outil de production d'électricité. Laboratoire industriel d'études pour le siècle prochain, sa rentabilité économique est un rêve qui appartient au passé ou à l'avenir, mais plus au présent. Un beau contrat annoncé ce soir pour Alstom et EDF en Chine, 1,2 milliard pour la construction à proximité de Canton d'une usine hydroélectrique de pompage qui vient compléter la construction d'une centrale nucléaire déjà commandée à la France. Fait divers, sordide, triste à la fois à Tocqueville dans la Manche, près de Cherbourg. Le patron d'une maison de retraite inculpé et écroué pour violence sur ses pensionnaires. Ce sont des infirmières qui ont dénoncé le directeur de l'établissement, Bruno Gex. J'ai saigné une fois, oui. C'était des gifles mal placées parce que ça se donnait sur mon nez, vous voyez. Tout à l'heure, quand on est arrivé, vous avez dit ils viennent pas pour me remettre dans une maison. Parce que oui. Vous l'avez en horreur, cette maison? Oh là là, oh là là. Alors là, jusque-là, j'ai vu mourir ici, je vais me tuer plutôt que de me retourner.
Jeanne Lemot est âgée de 77 ans. C'est l'une des anciennes pensionnaires de cette maison de retraite du petit village de Tocqueville qui hébergeait une dizaine de personnes âgées. Un foyer dont on disait depuis un certain temps qu'il s'y passait des choses étranges. Jusqu'au jour où les infirmières du foyer alertent le maire du village et le conseil général de la Manche. J'ai vu M. Roupsard gifler un grand-père au cours de sa toilette. Il était en train de lui faire la toilette. Et comme le grand-père ne voulait pas se prêter pour s'habiller, il lui a donné une gifle. Et j'ai eu à plusieurs reprises insulter des grands-pères et des grands-mères. Est-ce que les grands-pères et les grands-mères avaient le droit de parler entre eux? Pas tellement. Disons qu'ils étaient assez craintifs. Après que les services sociaux aient déposé plainte, une enquête de la gendarmerie de Cherbourg a conduit à l'inculpation de Michel Roupsard, directeur du foyer. Aujourd'hui sous les verrous, il risque 2 ans de prison pour violence et voies de fait sur des personnes hors d'état de se défendre. On a du mal à y croire parfois. Économie.